Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous y sommes, deux invités de ce matin, Jacques Diakouti, journaliste et consultant, disons analyste politique. Jacques, bonjour. Bonjour, Josh. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Voilà, Monsieur Johnson Kwasi Asiba Biova, président du REJAD. Encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, moi c'est Joachim Touko. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du débat, très rapidement, le combat du peuple Diakouti. Vous suivez l'actualité de très près avec nous. La semaine dernière a été véritablement sanglante. Est-ce qu'on en a besoin? Je voudrais d'abord, si vous le permettez, présenter la compassion. Tous ceux qui se sont sentis blessés, ceux qui ont perdu des êtres chers et ceux qui sont actuellement dans les soins de santé, ceux qui sont dans les hôpitaux, leur présenter un prompt rétablissement. Et vous savez, la paix n'a pas de prix. Et il est important ce qui se passe dans notre pays, que nous tous, Togolais de tous bords que nous sommes, que nous puissions œuvrer à retrouver cette paix, à retrouver cette quiétude au sein de notre nation. Parce que quand vous parcourez le Togo du nord au sud, vous sentez qu'il y a un brassage au niveau de presque toutes les ethnies. Vous retrouvez par exemple les Kabiers à Aného, vous retrouvez les Thèmes, les Kotokoli peut-être à Dapaon, vous retrouvez peut-être les Moba à Palimé, vous retrouvez certainement les Évé à Bafilo. Donc je crois que le Togo c'est un brassage. Et ce qui se passe... Nous sommes tous des Togolais. Justement, c'est un mélange, un brassage. Et c'est le vivre ensemble. Et c'est le vivre au niveau des populations que nous sommes. Et quand vous voyez le Togolais est fier de rester avec son frère. Mais ce à quoi nous avons assisté la semaine passée par rapport aux violences, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est en ce temps passé? À ce qu'on oublie l'unité, l'amour, ce brassage qui est entre nous. Donc je crois que ce n'est pas encore trop tard. Il est important qu'avec cette situation que nous sommes en train de vivre et de traverser, que les uns et les autres se ressaisissent et que nous puissions trouver effectivement cette quiétude, nous puissions trouver le bonheur qu'il y avait entre nous, nous puissions nous entendre pour trouver une solution définitive à ce problème que nous sommes en. De toute façon, solution définitive, les pistes et les voies, nous allons les explorer tout à l'heure dans ce débat. Mais Johnson Asiba, eh bien, vous êtes le président du regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement REJAD. Alors, le développement, cela ne se fait que quand il y a la paix. Alors, la semaine dernière, ce à quoi nous avons assisté, que ce soit le Bafilo, Sokodé, c'est les trois pôles où vraiment l'escalade a été très ahurissante. Alors, est-ce qu'on en a besoin? Oui, je vous remercie, monsieur Joachim. On n'en a pas besoin, puisque, comme vous le savez tous, moi je le dis en tant que défenseur des droits de l'homme, le Togo fait partie des 47 États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce conseil a pour mission principale de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Le Togo étant membre du Conseil devait arriver à protéger les droits de l'homme sur son territoire. Maintenant, ce qui s'est passé dans la semaine passée, c'est dû à quoi? C'est dû à l'interpellation de l'imam Alpha Hassan Molla. C'est un homme religieux. Quand on dit c'est un homme religieux, on ne peut pas aller arrêter un homme religieux de cette manière. Même si on reproche à cet imam certaines choses, bon, le bon sens voudrait qu'on lui adresse premièrement une convocation. Si ce monsieur refuse de comparer, bien de reprendre cette convocation, on peut aller l'arrêter. Mais la manière forte avec laquelle on l'a arrêté, ça a dégénéré et ça a causé ce que nous avons tous vécu la semaine passée. C'est cela qui a engendré la flambée de violence à laquelle nous assistons dans le pays. C'est ça, actuellement. Depuis le 16 octobre, là, toutes ces violences-là, c'est dû à l'arrestation de l'imam Alpha Hassan de Sokoré. Mais le gouvernement lui reproche de tenir des propos incendiaires, d'appeler à la sédition, etc. Oui, est-ce que c'est... Quand est-ce que ce monsieur... Si on lui reproche de tenir ces propos-là, quand est-ce que ce monsieur a commencé par tenir ces propos? Est-ce que c'est au lendemain du 16? Ou bien avant? Bien en avant.
pourquoi on ne peut pas... Je crois qu'il y a une organisation des imams. On peut passer par cette organisation des imams pour interpeller l'imam Alpha Arsane à la retenue. C'est que le gouvernement dit avoir fait, on dirait. Le gouvernement dit avoir fait. Pourquoi l'autre fois ils ont convoqué les imams? Pourquoi ils ont convoqué les imams? Ils auraient pu faire cela en avant. Maintenant, bon, l'information reste à vérifier. Nous avons été alertés hier aussi qu'un imam aussi a été encore arrêté à Bafilo à 3 h du matin. Si l'information est vérifiée, nous voyons que l'heure légale que nous connaissons, à laquelle on peut aller arrêter une personne bien citoyenne, se situe entre 21 h et 6 h. Maintenant, si on va aller arrêter quelqu'un à 3 h du matin, au moment où la personne dormait, c'est inadmissible. Donc nous prenons pour la paix. Et dans un souci d'apaisement, nous voyons que dans un pays, bon, le chef de l'État qui est, moi je lis l'article 50 de la Constitution togolaise. Oui. Chef de l'État, on dit le président de la République est le chef de l'État. Il est garant de l'indépendance et de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. Oui. Donc c'est le chef d'État est en quelque sorte le premier défenseur des droits de l'homme. Oui, puisque c'est lui qui incarne tout le Togo. Tout le Togo. Donc il doit sortir de son silence en appelant les acteurs politiques à un dialogue franc, constructif et en demandant à ce que toutes les personnes interpellées, bien arrêtées, déférées, emprisonnées depuis le 19 août 2017 soient relâchées. Oui, voilà. Avant de revenir à vous, monsieur Jacques Diakouti, en tout cas Jacques, tout à l'heure, monsieur Johnson lui disait que c'est l'arrestation, l'interpellation musclée de l'imam de Sokodé qui a encore créé beaucoup de choses ou bien exacerbé la tension, ravivé la tension dans le pays. Est-ce que vous aussi faites cette lecture? Non, vous savez, il y avait la tension depuis, c'est-à-dire que l'arrestation de l'imam de Sokodé est venue ajouter encore une autre crise. Vous savez que depuis le 19 août, la marche du PNP avait commencé, que ce soit à Goué ou à Sokodé, c'est depuis ce temps que le Togo a commencé par vivre une zone de turbulence, parlant des manifestations. Je crois que l'arrestation de l'imam est venue s'ajouter à une autre crise qui existait depuis. Je crois que à l'heure actuelle, vu, vous savez, la situation qui prévaut dans notre pays est similaire à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez, en 2002, au niveau de la constitution ivoirienne, il était question de 2 conjonctions de coordination, et le « et » et le « ou ». C'est-à-dire où on disait vous êtes ivoirien de père ou de mère, ou soit vous êtes ivoirien de père et de mère. Et c'est ça qui avait déclenché les hostilités en Côte d'Ivoire et nous avons vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui au Togo, ce qui a déclenché aujourd'hui la crise ici au Togo, c'est en aucun cas. Donc c'est ça qui a fait que les tensions se sont accélérées au niveau de la situation politique. Et aujourd'hui, d'autres aspects de ces violences ne font que venir se greffer autour de cette révision constitutionnelle au fait. Je crois que c'est des choses aujourd'hui qu'il faut, je crois, chaque acteur, que ce soit politique ou non politique, les acteurs au niveau de la scène également religieuse, il est important que nous tous nous puissions mettre bas la terre. Parce que le Togo, c'est notre patrimoine commun. On n'a plus, en tant que Togolais, une autre nationalité, à part la nationalité togolaise. Donc ce qui se passe aujourd'hui, il a parlé de l'arrestation de l'imam de Sokodé. Oui. C'est vrai qu'avec cette arrestation, ça a créé beaucoup de choses. Et on a appris également qu'au niveau de Kara, il y a eu également l'attaque d'une mosquée. Oui. Donc il est important qu'aujourd'hui nous puissions nous ressaisir. Parce que si nous voulons glisser ces aspects politiques dans la religion, nous ne pourrons pas nous en sortir. Parce que si aujourd'hui nous n'avons pas trouvé encore la solution à la crise politique, s'il faut que la religion encore vienne se greffer dans cette situation, je crois que ça serait vraiment difficile pour notre pays. Vous savez, quand on parle d'une guerre de religion, vous allez comprendre un peu, pour ceux qui connaissent un peu la parole, la Bible, quand on parlait de la guérillade au niveau des guerres qui se sont produites, que ce soit en Israël ou dans les autres contrées, nous avons vu que c'était des djihad. Donc il est important qu'aujourd'hui, que nous puissions nous ressaisir. Il ne faut pas vraiment que le Togo
nous puissions glisser vers cette... Oui, justement, pour ne pas glisser sur ce terrain très glissant, si je peux le dire ainsi. Alors, qui doit jouer un rôle assez prépondérant pour qu'on n'en arrive pas là? Est-ce le chef de l'État? Est-ce ses collaborateurs? Ou bien les imams? Ou les leaders religieux? Ou toutes les confessions religieuses dans le pays, monsieur Jacques? Vous savez, la responsabilité nous incombe tous. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les Togolais que nous sommes, chaque Togolais croit en quelque chose. Vous savez, si certains ne sont pas chrétiens, certains sont quand même animistes. Il y en a qui croient peut-être à des sacrifices. Il y en a également qui croient peut-être à un Dieu. Donc, c'est qui vous dire que aujourd'hui, avec ce qui se passe, il est important que nous tous nous soyons conscients que ce qui se passe dans notre pays, il est important que nous tous nous puissions nous ressaisir. C'est vrai que aujourd'hui, nous avons une association de l'Union musulmane du Togo. Il est important que lorsqu'il y a par exemple un problème au niveau, par exemple, des musulmans, il faut que cette l'Union musulmane, puisse prendre le devant pour régler les problèmes. Parce que vous savez, lorsque les politiques... Oui, mais le plus souvent, le problème, c'est que ces associations qui existent, des fois, ne font pas l'unanimité auprès de leurs membres, leurs propres membres, c'est-à-dire ceux qui sont censés être membres de ces associations. Oui, vous savez, Joachim, il est important que... Vous savez, il y a un problème qui s'était passé entre-temps dans notre pays où on avait dit qu'on a lancé un gaz lacrymogène. Oui, au sein de l'église d'Amoutier-V ici. Vous avez vu les réactions que cela avait suscité. Donc c'est pour vous dire que les politiques ne peuvent pas régler le problème religieux. Donc c'est les religieux eux-mêmes qui peuvent régler leurs problèmes. Donc même s'il y a certains qui n'acceptent pas les responsables de l'Union musulmane, mais il est important qu'aujourd'hui ce qui se passe, que l'association de l'Union musulmane, c'est à eux de prendre le devant. Oui, mais malheureusement, quand ils ont échangé avec le Premier ministre vendredi dernier, ils n'ont pas pu quand même avoir le courage de dire, s'il vous plaît, messieurs les gouvernants, essayez d'élargir l'imam et nous-mêmes, nous allons traiter le problème. Donc, il est important que nous puissions sortir. Vous savez, le Togolais, lorsqu'il est devant une situation, il a souvent peur de pouvoir s'affirmer. Oui. Et il a peur de dire ce qu'il faut dire clairement. Parce que quand vous prenez un peu l'histoire du Togo, vous allez comprendre que c'est comme si au Togo, nous n'avons pas une histoire. Vous prenez par exemple le Burkina. Vous prenez le Burkinabé, les Mossi. Ils ont par exemple quelqu'un qu'on appelle un Moro Naba. Oui. Lorsqu'il y a un problème aujourd'hui qui se pose au Burkina, le Moro Naba peut taper sur la table et inviter les Mossi à pouvoir s'entendre. Et nous tous, nous savons le rôle qu'il a joué quand il y avait eu le coup d'État. Vous prenez par exemple le Ghana avec les Ashanti. Les Ashanti ont quoi? Les Ashanti ont également un roi. Lorsqu'il y a par exemple une situation qui se pose, le roi Ashanti, lorsqu'il tape sur la table, les gens s'exécutent. Mais quand vous prenez un peu notre pays, le Togo, on sent que nous sommes tous venus de quelque part. Et c'est comme si un pays de réfugiés. Donc, quand les réfugiés ont souvent peur de pouvoir s'affirmer. Donc, mais il est important que nous puissions sortir de cette peur-là. Il faut que les leaders politiques, les leaders religieux, s'affirment. S'affirment parce que vous savez, nous adorons un Dieu vivant, nous adorons un Allah qui est puissant. Donc, il est important que devant des situations, que nous puissions effectivement nous affirmer. Monsieur Johnson, tel que le problème est aujourd'hui, et on semble maintenant explorer aussi la piste religieuse en disant voilà, il veut balancer le pays sur une voie ethnico-religieuse. Face à cette situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que les leaders religieux ont leur mot, leur poids à peser dans la balance aujourd'hui? Oui, les leaders religieux ont toujours affirmé leur rôle. Les leaders religieux chrétiens avaient sorti un mémorandum appelant les acteurs politiques à la retenue et à accéder aux aspirations donc, de la population. Oui. Maintenant, parlant de l'Union musulmane, bon, vous le savez que dans ce pays, l'Union musulmane avait toujours joué un rôle qui n'est pas clair. Donc, face au ministre... Disons, les leaders, le bureau exécutif de l'Union musulmane joue un rôle qui n'est pas clair dans ce pays. Tout le monde le sait. C'est pourquoi, devant le Premier ministre et le membre du gouvernement, ils n'ont pas pu exprimer leurs besoins réellement. Pour faire chuter la tension à Sokodé, est-ce que la libération de l'imam qui avait été interpellé peut aussi contribuer à cela?
Oui, donc, comme nous le disons, il faut impérativement que l'imam Alpha Assam soit libéré pour apaiser la situation qui pourrait actuellement se Sokoré. Parce que l'imam, moi j'étais à Sokoré. Oui. Et j'ai travaillé avec cet imam. Il m'a aidé le 21 septembre à dissuader les jeunes, puisque les jeunes avaient mis des barricades à l'entrée du CHL de Sokoré. C'est inadmissible qu'on mette des barricades devant un hôpital. Donc j'ai discuté avec les jeunes, ils ont refusé. Mais c'est grâce à cet imam Alpha Assam que les jeunes ont pu enlever les barricades. En présence des forces de l'ordre. Oui. Est-ce que quand vous l'avez rencontré, c'est quelqu'un de violent? C'est pas quelqu'un de violent. C'est un monsieur très sympa. Je dis que la personne m'a aidé à dissuader les jeunes. C'est le monsieur. Comment est-ce qu'il vous a aidé? Oui. Il a parlé aux jeunes d'enlever les barricades. Et les jeunes ont enlevé les barricades. Devant les forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre étaient témoins. Puisqu'ils étaient positionnés à l'endroit où les jeunes ont mis les barricades. Après que les jeunes ont enlevé les barricades, les forces de l'ordre se sont... Eux aussi, ils ont pu faire leur déplacement. Ils se sont repliés. Voyez-vous. Donc c'est des membres qui... Nous, quand nous attendons de forces de l'ordre, quand on va sur le terrain, on demande à avoir les responsables de... Oui, vous devez aller chez les chefs spirituels, les chefs... Parce que quand il y a un problème, on leur fait appel pour pouvoir régler le problème. Donc, le monsieur Alpha Assam nous a aidés à plusieurs reprises à résoudre les problèmes à Sokoré. On vous avait vu aussi à Mango, quand il y avait eu des grabuges à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous étiez parti faire? J'étais allé à Mango, premièrement j'ai rencontré le chef Carton, il m'a donné sa version des faits. J'étais allé voir aussi le préfet de Mango. Lui, il a refusé de me donner sa version des faits. Il a même dans un premier temps refusé à ce que j'ai eu rencontrer les blessés. C'est après des coups de fil qu'il m'a autorisé à aller voir les blessés. Je suis allé voir les blessés dans un état très dramatique. Le jeune Ousmane, qui a été molesté par les militaires selon sa déclaration, et que vous avez vu qu'il a eu sa jambe amputée jusqu'au pied. C'est déplorable qu'on tape les gens jusqu'à casser la jambe d'un individu qui réclame, bon, on peut dire, ses droits. Ses droits. Donc, c'est un peu déplorable. Et face à tout cela, quand on voit un peu, à Mango, c'est à dominance musulmane. Oui. Quand on vient à Bafilo, c'est également les musulmans qui prédominent. La même chose à Sokodi. Est-ce que aujourd'hui, la situation politique semble glisser sur la voie de la religion? Et face à cela, puisque nous tous nous le connaissons déjà, qu'est-ce que les leaders religieux, à votre entendement, peuvent faire pour décanter cette situation? Est-ce que les leaders religieux doivent faire quelque chose? C'est les autorités. Ce ne sont pas les leaders religieux qui arrêtent. Mais le Premier ministre a dit que chacun a sa partition à jouer, que ce soit individuellement ou collectivement. Non, moi je ne crois pas. Ce n'est pas aux leaders religieux de jouer leur partition. Eux, ils jouent déjà leur partition. Et il revient aux autorités de prendre leur responsabilité, hein, en demandant, lorsqu'il y a manifestation, à ne pas envoyer les militaires. Parce que les militaires ne sont pas des forces de maintien d'ordre. Ce sont les militaires. Quand vous allez à Sokoré, ce sont les militaires qui répriment les gens. Moi, j'ai failli se faire massacrer à Sokoré la nuit. Ah bon? Oui. Les militaires, parce que moi j'étais en gilet, j'étais sur une moto. Quand j'étais arrivé au carrefour, au rond-point Y, et les militaires se sont dirigés vers moi pour me tabasser. C'est après que je l'ai dit que je suis des droits de l'homme. Ils ont regardé sur mon avion, on a mis au sein des droits de l'homme. C'est pourquoi ils m'ont laissé. Mais les autres qui passaient ont été tabassés. Devant vous? Devant moi. Et vous n'avez pas pu placer un mot aux soldats? Les gens ont failli me tabasser. Vous voulez que moi je place quel mot? J'ai peur pour ma sécurité. Alors, monsieur Diakouti, vous avez tout à l'heure dit quand même que les leaders religieux doivent jouer leur partition maintenant. Est-ce que c'est aujourd'hui un problème purement des imams ou bien des dignitaires de la religion musulmane ou bien les chrétiens, les autres confessions religieuses peuvent aussi aider à ce que la situation se décante? Je disais à l'instant que nous tous nous devons jouer notre partition. Et vous savez, la situation que nous sommes en train de traverser au Togo pouvait se résoudre si, quand vous prenez un peu les cadres des localités, si les cadres là se démarquaient de la politique, nous allons trouver des solutions à ce qui se passe. Mais ce que nous sommes en train d'assister,
quand vous écoutez certains de nos compatriotes s'exprimer sur des situations qui se passent dans les localités, la plupart accusent souvent ces cadres-là, que c'est ces cadres-là qui acceptent souvent, qui attisent souvent le feu, et c'est en ça que souvent les gens ne s'entendent pas. Donc il est important aujourd'hui... Autrement dit, les cadres des différentes localités n'inspirent plus confiance en leurs frères qui sont restés. Parce que si, par exemple, ils inspiraient, par exemple, confiance, vous savez, quand vous prenez, par exemple, Sokodé, la ville de Sokodé qui est tellement maîtrisée aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de cadres, de très hauts cadres d'ailleurs. De Sokodé. Et qu'on dise aujourd'hui qu'au niveau de Sokodé, que Sokodé a brûlé, que ces cadres-là que nous avons, que ces cadres n'ont pas vu, par exemple, la situation venir et prendre les précautions, les dispositions pour pouvoir calmer la situation. Quand les gens disent que souvent ces cadres-là participent également à attiser le feu, vous voyez que c'est peut-être quelque part une réalité. Donc il est important qu'aujourd'hui, la situation qui prévaut dans notre pays, vous avez parlé des religieux aujourd'hui, les religieux seuls ne pourront pas effectivement trouver la solution à ce qui se passe. Il est important d'abord que ceux qui vivent dans ces localités, parlant par exemple de ces ressortissants, de ces cadres, il est important que les uns et les autres se ressaisissent. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester par exemple à la capitale et qu'une situation qui prévoit dans votre localité, certains cadres aujourd'hui, quand vous les voyez, ne peuvent même plus rentrer. Les cadres ne peuvent plus rentrer parce qu'on a appris qu'il y a certains cadres même, certains cherchent à démolir leurs maisons. Donc c'est pour les maisons de certains cadres au niveau de Sokodé ont été incendiées, vandalisées. Donc il est important aujourd'hui que ceux qui vandalisent également ces maisons, par exemple de ces cadres, et il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas bâtir un socle de liberté, on ne peut pas bâtir un socle de démocratie en cassant. Parce que nous avons vu dans certaines localités, on a cassé, on a vu comment les gens ont souffert. Pour faire ne serait-ce qu'une carte d'identité, les gens sont obligés de se dépasser des kilomètres pour établir les cartes d'identité. Donc il est important, si nous voulons réclamer, si nous voulons par exemple exprimer notre ras-le-bol, il y a des moyens. Mais notre bien commun, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple les symboles de l'État, les biens publics privés, vous prenez la gendarmerie, la mairie. Lorsqu'on casse par exemple une gendarmerie, on casse par exemple une mairie, c'est nous tous qui allons en pâtir. Parce que s'il faut faire maintenant une déclaration d'acte de naissance d'un enfant ou bien de mariage, on ne pourra plus le faire. Donc manifestons, mais il faut que les symboles... Même des fois quand votre prochain vous doit quelque chose, mais il refuse de vous payer, en tout cas d'honorer ses engagements, il faut aller soit à la police ou bien à la gendarmerie. Et puis vous savez, l'autre aspect également de cette situation, c'est que au fait, la crise sociale a passé par là. Quand vous écoutez les gens, prenez par exemple, il y a certains étudiants, il y a certains qui ont leur master, certains qui ont leur licence en poche et ils circulent. Donc il suffit seulement qu'on appelle par exemple à un rassemblement, vous allez retrouver tout ce monde-là dedans. Il y en a qui ce sont des frustrés de la République. C'est que quelque part, il y a un problème, une crise sociale. Oui, mais quand même, la ville de Sokodé, la ville de Bafilo, la ville de Mango sont des villes assiégées aujourd'hui. Qui peut ordonner à ce que les militaires quittent ces localités pour que les uns et les autres vaquent librement à leurs activités comme cela se doit, Monsieur Johnson Assiba? Oui, comme je vous l'ai dit, c'est le chef de l'État, celui qui peut ordonner à ce que les militaires... Le président de la République? Oui, puisque c'est le chef des armées. Le chef suprême des armées. Selon notre constitution. Donc c'est à lui d'ordonner à ce que les militaires se replient. Ah bon? Lui seul? Oui, lui seul, parce que c'est... Oui, mais voilà qu'il ne parle pas encore. C'est pourquoi nous disons qu'il doit parler. Puisque la Constitution lui donne le droit d'adresser des messages à la population, il doit s'exprimer. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. En réalité, qu'est-ce qui a pu créer cette inimitié, on dirait, cette haine des citoyens vis-à-vis des corps habillés? Pourquoi on en arrive jusqu'à ce point? Vous avez dit que le 19 août, il y a eu des morts. Il y a eu 2 morts recensés à Sokodé. En tout cas, depuis le 19 jusqu'à aujourd'hui, on a enregistré 16 morts. 16 morts. En 2 mois. Oui, c'est inadmissible. C'est pourquoi je dis que le chef de l'État doit sortir de son silence. C'est lui seul, c'est lui qui est le garant des droits qu'on appelle le respect des droits de l'homme. Des droits de l'homme et de l'unité nationale dans ce pays. Si le chef d'État ne parle pas, la crise va demeurer toujours intacte. Donc c'est à lui de s'exprimer, de parler, de faire un discours en appelant les acteurs politiques à un dialogue. Et en ordonnant, moi je dis en ordonnant la libération de toutes les personnes interpellées en lien avec la crise politique. Donc forcément ça peut aussi contribuer, ça doit contribuer à apaiser les cœurs.
Tous les détenus? Tous les détenus. Mais voilà que vendredi, on a encore jugé 30 sur les 80 personnes arrêtées et ils ont été précipitamment jugés. Alors 18 personnes condamnées à 18 mois de prison avec 8 mois de sursis. 11 ont été relâchés, parmi lesquels on aurait remarqué un fou. Oui. Moi, j'ai déploré cette justice parce que les gens ont été jugés sans la présence des avocats. Il y a eu 3 mineurs qui ont été déférés aussi en prison. Et le procureur a dit de lui renvoyer le dossier, il va voir, parce que les jeunes là, ne peuvent pas être en déféré en prison. Donc, voyez-vous, nous ne sommes pas dans un état où on respecte les droits de l'homme. Je crois que quand on arrête des gens, on leur demande leur âge. Pourquoi les forces de l'ordre ont déféré ces 3 jeunes-là, ces 3 mineurs en prison? Moi, je remercie le directeur général de la DPJ. Le 7 octobre, ils ont arrêté des jeunes, des mineurs. Lui, il a fait libérer les mineurs là le même jour. Après qu'il ait libéré les 83 personnes le lendemain. Donc pourquoi la gendarmerie ou bien dans d'autres lieux de détention on ne peut pas déférer, si il faut même déférer les mineurs, il y a une brigade pour mineurs. Ce n'est pas la prison. En tout cas, c'est la brigade pour mineurs qui va traiter très bientôt le dossier des mineurs. Pourquoi ils les ont déférés en prison dans un premier temps? Non, c'était des mesures peut-être de protection. Donc, pourquoi les gens ont été jugés sans la présence de leurs avocats? Ça peut arriver. Pourquoi ils ont arrêté un malade mental? Est-ce que lui aussi, lui aussi fait partie des manifestants? La question reste posée. Oui, mais M. Djadjakouti, nous allons devoir remettre l'antenne et on reviendra à vous tout à l'heure si la libération des uns et des autres peut aussi contribuer à l'apaisement de la situation. Des détenus pourrait aussi contribuer à l'apaisement dans le pays. Bien sûr, vous savez, dans un pays par exemple en crise, il est important, on le disait tout à l'heure, que le premier responsable du pays puisse dire quelque chose. Il est important qu'aujourd'hui, à l'étape de cette crise, que le chef de l'État puisse faire un discours pour apaiser les cœurs, apaiser les tensions aujourd'hui. Parce que vous savez... Est-ce que même au cours de ce discours, ce message, il peut même annoncer la libération de tous les détenus? Oui, vous savez, il est garant de la souveraineté de notre pays. Et donc, en faisant ce discours, il peut appeler les uns et les autres à l'apaisement, à la libération de ces détenus. Et je crois qu'avec cette situation, le calme, la tempête que nous sommes en train de traverser, cette tempête-là va se calmer. Parce que si on continue toujours par arrêter toujours les gens, nuitamment, vous voyez que cela ne ferait que... Ça amplifie toujours la violence. La violence. Et aujourd'hui, à l'étape où nous en sommes, nous n'avons plus besoin qu'on puisse encore verser de l'huile sur le feu. La flamme a tellement pris, et si nous voulons continuer toujours par verser de l'huile, nous risquons que cette situation puisse se carboniser. Oui, donc, mais ce qui a encore défrayé la cour la dernière fois, c'est la survenue donc, de ces citoyens togolais ou des individus cagoulés, armés d'armes blanches, munis plutôt d'armes blanches, de machettes, de gourdins, etc., qui ont blessé même des gens en ville. Non, je crois qu'il faut condamner ces actes-là. Parce qu'on ne nous a pas encore dit dans notre pays que ni la gendarmerie, ni la police, ni l'armée de terre, ni l'armée de l'air, que ces corps constitués n'arrivent pas à assurer la sécurité. Ils sont incapables d'assurer la sécurité des populations. Et vous savez, je parlais tout à l'heure de la situation en Côte d'Ivoire en 2002. Vous savez, ça avait commencé comme ça. On nous parlait des jeunes qui s'organisaient dans les quartiers pour l'autodéfense, pour la sécurité. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ces jeunes-là font en Côte d'Ivoire. Et c'est eux aujourd'hui, ces jeunes qu'on appelle les microbes. Et c'est eux qui créent la désolation aujourd'hui en Côte d'Ivoire en matière de sécurité. Donc dès aujourd'hui... Sans pour autant passer à oublier leur contribution à la mort des 3000 citoyens ivoiriens. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse étouffer rapidement cette situation-là. Donc il faut, moi j'interpelle le ministre de la Sécurité, également le chef d'état-major général des armées, et également le responsable de la gendarmerie et de la police. Il est important qu'ils prennent leurs responsabilités pour étouffer ce genre de choses. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que ces messieurs-là faisaient tout la dernière fois à leur nez, barbe, et ils ne réagissaient même pas. Bon, vous savez, devant ces situations, il faut toujours avoir
la tête tranquille pour pouvoir travailler. Parce que ce qui s'est passé dans notre pays, ce qu'on a vu lors de cette manifestation, la façon dont les uns et les autres étaient, les uns et les autres avaient pris les gourdins, d'autres ont pris par exemple les coupes-coupes. Je crois que si, à l'instant T, d'autres jeunes sortaient des maisons avec les mêmes choses, il y aurait carnage dans les quartiers. Ce serait le carnage. Donc il est important qu'avec ça, effectivement, le ministre de la Sécurité, comme je le disais tout à l'heure, le chef d'état-major des forces armées togolaises, parce que à l'étranger, quand les gens écoutent ce genre de choses, les gens se disent, mais est-ce que finalement l'armée togolaise n'arrive plus à maîtriser la situation? A-t-elle échoué ou c'est elle qui a fait appel à ces messieurs? Voilà, on fait sortir effectivement ces gens-là. Donc je crois que ce n'est pas ni à l'honneur de notre pays, ni à l'honneur également des forces armées, ni à l'honneur de la police, ni de la gendarmerie. Donc il est important que c'est les seuls que nous connaissons dans notre pays qui ont un rôle régalien de pouvoir rétablir la sécurité, la paix. Donc je ne pense pas qu'ils sont déjà débordés, dépassés par rapport à la situation que le Togo est en train de traverser. Une fois encore, ce que nous avons vu la fois passée, c'est des choses qu'il faut déplorer, il faut vraiment condamner. Oui, et sinon, voilà, l'opposition annonce encore de nouvelles manifestations. D'ailleurs, elle va sillonner le pays. Et puis, les 7, 8 et 9 novembre, ce seraient des marches, ils disent, gigantesques encore à Lomé. Est-ce que il convient, comme M. Djakouti le dit, de pouvoir congeler ou carrément maîtriser ces messieurs pour qu'il n'y ait plus ce genre de situation? Oui, moi je vais revenir sur la question des jeunes qui étaient armés de gourdins autres là et qui ont reprimé la population la semaine passée. Vous vous souvenez que le 15 septembre 2012, il y a eu ces jeunes-là à Adéui. Oui. Le ministre de la Sécurité, à travers une conférence de presse, avait dit remettre des noms au parquet. Jusqu'à ce jour, aucune suite judiciaire. Donc, ça dit que le crime se nourrit de l'impunité. Le crime se nourrit de l'impunité. Ça dit que si ces jeunes qui ont commis ces actes en 2012 ont été traduits devant la justice, cela pouvait les dissuader. Maintenant, comme le monsieur Djakouti vient de le dire, aucune loi de notre pays n'autorise les jeunes à se faire justice. Si on veut nous dire que ces jeunes-là sont en train de faire justice... Non, ils sont en train de faire l'autodéfense en protégeant leur quartier. C'est ce que le ministre de la Sécurité a dit. Est-ce qu'il y a une loi qui autorise ces jeunes à se faire qu'on appelle... À faire l'autodéfense? À faire l'autodéfense. Ils font l'autodéfense aux côtés des forces de l'ordre. C'est inadmissible. Soit les forces de l'ordre ne sont pas là et ils font l'autodéfense. Les forces de l'ordre sont là. Et eux aussi sont à côté. Ils sont à côté. En 2012, moi j'étais à Adéui en 2012. Les forces de l'ordre étaient là. Les jeunes ont bousculé les forces de l'ordre. Imaginez qui c'est les jeunes de l'opposition. Imaginez c'est les jeunes de l'opposition. Oui, mais malheureusement, dans les rangs des personnes interpellées, il n'y avait personne qui soit de ce groupe-là qui soit inquiété par la justice. Vous-même, vous voyez. Donc, on sait là où proviennent ces jeunes. Vous savez, on sait là où proviennent ces jeunes. Mais quand même, par rapport à toute cette situation, il y a des diplomates dans le pays qui regardent, qui observent, qui scrutent, qui analysent tout. Mais c'est la communauté internationale, notamment la CEDEAO, le chef d'État, qui veut s'impliquer davantage dans la résolution de cette crise. La preuve, Alassane Draman Ouattara a envoyé un émissaire en fin de semaine dernière qui a rencontré le chef de l'État. Alors, on peut dire un début de dénouement de la crise? Je disais tout à l'heure à Joachim, avant de commencer l'émission, que, vous savez, au Togo, nous sommes capables de tout. Je vous avais parlé, les Togolais? Oui, je vous avais parlé du brassage que nous avons dans notre pays. Et quand vous prenez par exemple la plupart des leaders, que ce soit de l'opposition ou soit du parti au pouvoir, si ces leaders-là ne sont pas catholiques, soit ils sont musulmans. S'ils ne sont pas musulmans, ils sont peut-être protestants. S'ils ne sont pas protestants, peut-être ils adorent quand même quelque chose. Donc il est important qu'à chaque niveau, à chaque échelle, aujourd'hui de notre histoire, que chacun puisse jouer une partition, que chacun puisse jouer par exemple un rôle. Parce que c'est vrai que la communauté internationale est en train aujourd'hui de venir dans notre chevet, mais il est important qu'en interne, nous-mêmes, nous puissions faire un travail important.
quand vous prenez par exemple, je parlais tout à l'heure des catholiques, il est important que tous ces leaders-là qui sont d'obédience par exemple catholique, il est important que les prêtres fassent un travail de fond au niveau effectivement de ces leaders. Vous prenez par exemple les musulmans. Il est important également que ces leaders musulmans puissent faire également un travail de fond. Vous prenez par exemple les protestants. Il faut qu'un travail également de fond soit fait. Parce que même les autres églises organisées. Donc, il est important, chacun de ces leaders, dimanche, va quand même à l'église. Et quand vous voyez par exemple ces leaders, il y a certains qui prennent la communion ensemble, avec peut-être ceux du parti au pouvoir et de l'opposition. Si vous arrivez par exemple à prendre le sang et le pain qui représentent le corps de Christ, pourquoi vous ne pourrez pas vous entendre sur un bien commun, c'est-à-dire qu'est le Togo? Donc la communauté internationale peut intervenir. La communauté internationale peut venir discuter, la communauté internationale peut organiser par exemple une table ronde, mais si nous-mêmes, au sein de nous, en interne, nous n'arrivons pas par exemple à nous surpasser, à nous dépasser sur certaines situations, la communauté internationale viendra. Mais quand cette communauté internationale va partir, nous serons là. Le problème va demeurer en l'état. Je crois que il est important aujourd'hui que tout leader et tout responsable togolais que nous sommes, il est important que nous puissions effectivement œuvrer à ce mais par rapport à cela, c'est bien dit, et il faudrait que les Togolais s'entendent entre eux-mêmes, s'asseyent pour débattre de tout. Alors, est-ce que c'est le chef de l'État qui doit encore agir ici ou d'autres entités? Vous savez, quoi qu'on dise, Joachim, dans une maison, il y a toujours ce qu'on appelle, même dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y a un chef, c'est-à-dire que le chef de la famille, c'est l'homme. Donc, quand vous êtes dans une entité et qu'il y a des problèmes, il est important que le premier responsable puisse prendre effectivement ses responsabilités, que le premier responsable puisse prendre son bâton de pèlerin. Nous avons vu par exemple ce qui s'est passé au Tchad, vous vous rappelez, où le chef de l'État d'antan, c'est-à-dire le feu Gnassingbé Yadema, avait pris une pirogue pour aller au Tchad, pour pouvoir réconcilier le peuple tchadien. Aujourd'hui, même en Centrafrique, il a traversé le Bangui-Chari. Quand vous allez par exemple au Tchad, pour ceux qui connaissent un peu le Tchad et qui ont discuté avec les Tchadiens, on vous dira que tous les Togolais qui sont là-bas aujourd'hui n'ont plus besoin d'un permis pour pouvoir rester au Tchad à cause de l'acte que le feu Yadema avait posé. Donc il est important aujourd'hui, avec ce qui se passe, que le chef de l'État, notre président, puisse poser un acte sanitaire. C'est-à-dire que sortir et dire, chers compatriotes, j'ai entendu vos cris, il est important que nous tous, avec cette situation, que nous puissions mettre balle à terre, parce que ce que nous avons de commun, c'est notre patrie. Ou bien il est pris en otage par un groupuscule qui ne voudra pas qu'il se... Non, oui, parce que depuis 2 mois, des Togolais tombent, des gens meurent au jour le jour, des enfants. Voilà le comble. Et maintenant, rien n'est dit, ce sont des ministres qui viennent, ce sont des ministres qui sortent, etc., etc., sans que le président de la République, le premier responsable... Il est actuellement en train de nous écouter, et que très bientôt, il va sortir de ce silence, en appelant les uns les autres. Que son entourage lui laisse les coups de franche? Bon, on ne sait pas si c'est son entourage qui lui retient les mains. On ne sait pas pour le moment. Mais je sais que c'est lui le chef de l'État, chef suprême des armées. Donc, il doit sortir de son silence. Donc, sa sortie peut aussi court-circuiter les gérants de la communauté internationale dans cette affaire? Oui. Autrement dit, les Togolais peuvent trouver solution à leurs problèmes. Oui, c'est possible, c'est génial. Les gens, parce que quand nous sommes sur le terrain, les gens disent qu'ils veulent que le chef de l'État parle. Que le chef de l'État leur dise un mot, un seul mot. Même Albert Tevoedré en a parlé. On va prendre un auditeur qui est en ligne avec nous. Monsieur Dodi. Oui, bonjour. Oui.
Vous avez été interpellé à plusieurs reprises. D'abord, lors de la marche de la colère, les jeunes ont barricadé ici et là, mais aucun leader n'a condamné cette affaire. Et Javagos lui trouve, les miliciens n'ont pas été arrêtés, les opposants n'ont pas condamné, alors l'essentiel blablabla. Non, je crois que l'auditeur a raison. Vous savez, lorsqu'il y a une manifestation dans un pays, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des débordements des deux côtés. Et vous savez, lors de la première manifestation le lendemain, il est vrai, on a écouté par exemple de gauche à droite les leaders des partis politiques. On a écouté également le ministre de la Sécurité qui déplorait le fait qu'on a lynché des soldats deux militaires à Sokoré, et que lors du passage, par exemple, des leaders des partis politiques et lors de leur point de presse, qu'en n'a pas été fait sur le lynchage effectivement de ces deux militaires. Et le ministre de la Sécurité déplorait cela. Je crois que c'est vrai, vous savez, je disais tout à l'heure que au cours d'une manifestation, les premiers responsables qu'il faut souvent interpeller, c'est ceux qui organisent par exemple ces manifestations. Les organisateurs. Les organisateurs de ces manifestations. C'est vrai, nous sommes des compatriotes, nous sommes des Togolais. Il n'est pas bon que lorsqu'une situation se pose, et en tant que responsable, il est important que nous puissions d'abord compatir à la douleur de ce qu'on a perdu. L'auditeur disait tout à l'heure que pourquoi on n'a pas dénoncé, pourquoi on n'a pas dit si. Nous, on n'a pas organisé la manifestation, mais ce qui est important, c'est que nous déplorons ce qui s'est passé. Voilà. Nous condamnons effectivement les violences des deux côtés. Voilà, on condamne les violences des deux côtés. Mais l'auditeur a aussi souligné quand même que pourquoi on n'a pas interpellé aussi des miliciens. Et là, il n'a pas été d'accord. Des miliciens, quand on a arrêté plusieurs jeunes de l'opposition et jugés, condamnés déjà et tout, mais on n'a pas pu... Je viens de dire tout à l'heure qu'en 2012, ces miliciens ont commis les mêmes actes. On posait les mêmes actes. Oui, on posait les mêmes actes, ils n'ont pas été inquiétés. Donc, ils sont toujours dans leur droit, contre, je peux dire ça entre guillemets, parce qu'ils sont protégés. Mais le président de la République doit impérativement se prononcer. Selon Javagos. Moi, je viens de le dire, je le répète toujours. Il doit sortir de son silence. Pour dire quoi? Monsieur Jacques Dacoté vient de le dire. Pour dire que j'ai écouté vos cris. Je veux. Voilà. Et doit se prononcer. Mais la libération de Djobo a préoccupé aussi Yao, qui disait tout à l'heure, on doit le libérer, mais aussi il faudra quand même notamment essayer de dissuader le chef de l'État de ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Bon, vous savez, aujourd'hui, avec la situation un peu explosive dans notre pays, il est important que des décisions courageuses soient prises. Il est important aujourd'hui, avec la situation que nous traversons, il est important qu'une décision... Vous savez, la tension ne pourra baisser que lorsque les acteurs politiques et de l'opposition et du parti au pouvoir et de la société civile se retrouvent ensemble pour trouver une solution, ne serait-ce qu'à ce problème que nous sommes en train de traverser. Il est important aujourd'hui, ce que nous déplorons dans notre pays, c'est que la lutte est en train d'être menée par les partis politiques. Au fait, c'est la société civile qui devait prendre le devant, et après, la société civile devait léguer cette lutte-là aux partis politiques. Mais c'est l'inverse qui a été fait. Et c'est pourquoi nous sommes dans cet engrenage-là où nous n'arrivons pas vraiment à nous en sortir. Mais nous pourrons nous en sortir lorsque le premier chef de la maison, vu tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, comme tuerie, comme meurtre, comme saccage, parce qu'il y a certaines populations aujourd'hui qui ont fui notre pays, certains qui se sont retrouvés au Bénin, d'autres qui se sont retrouvés au Ghana, d'autres dans la brousse. À la merci de la nature, les moustiques et il est important que le premier chef puisse inviter tout ce monde-là à revenir au bercail. Mais tout porte à croire aussi, M. Jacques Dacoté, comme si c'est une guerre intercommunautaire. Est-ce qu'on en a besoin? En tout cas, moi, ce que je sais, si on me demande tout à l'heure, là, je peux tenir la main à des gens pour aller montrer
dans la maison que je connais. Et là, c'est un frère Kotokoli de Bafilo, plus précisément, qui a épousé une sœur Kabien, qui ont des enfants ensemble. Non, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous sommes dans ce pays-là, nous sommes dans un brassage. Il ne faudrait pas que cette politique-là vienne nous diviser, vienne nous séparer des uns et des autres. Il est important que nous puissions nous entendre. Il y a encore de l'espace, il y a encore le temps, il y a encore la vie devant nous pour que, Togolais que nous sommes, nous puissions nous asseoir et nous dire que la mort, c'est assez. Le sang a assez coulé. Il est important que nous puissions nous donner la main pour la prospérité, pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays et pour la réconciliation définitive de tous les maux que le Togo a vraiment souffert. Voilà. Et monsieur Assiba, votre mot très rapidement pour la fin. Et comme moi je le dis, moi je me réfère toujours à l'article 58 que je vais encore faire partager aux auditeurs. L'article 58 de la Constitution togolaise dit le président de la République est le chef de l'État. Il est garant de l'indépendance et de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. Donc, c'est lui le premier défenseur des droits de l'homme. Il ne doit pas permettre à ce que les droits de l'homme soient violés dans notre pays. Merci, monsieur Assiba Johnson Kwasi, d'être venu chez nous ce matin. Merci, monsieur Joachim. Merci, Jacques Jacoti. Merci, Joachim. C'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Retrouvez-nous tout à l'heure à partir de 13h pour la deuxième édition, 18h, troisième rendez-vous. Mais n'oubliez pas, entre-temps, à 9h, Jacob Araman vous sera ensemble avec vous pour le journal en Évi. Il s'appelle Kokou le Parisien derrière la baie vitrée. Et cette émission, vous pouvez la suivre également en direct sur le www.lagazettedutogo.com. Merci à vous et bonne journée. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.